Quand la porte se ferme, c'est là que ça commence. Oh boy! Go! C'est parti. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Vous allez bien? Vous allez bien? Bonjour. En espérant que la matinée se passe bien pour vous. Et on va essayer de, comme on est filmé, qu'il y a beaucoup de monde, on va essayer de ne pas trop dire de bêtises. Et on va essayer de ne pas être trop redondant pour les gens qui ont déjà vu cette présentation-là. Je vais laisser mes collègues se présenter. Puis après ça, on vous expliquerai un peu comment on voit la présentation d'aujourd'hui. Stéphanie Taillon, je suis la directrice générale de Spectre de rue. Salut tout le monde, je suis Julien Montreuil, je suis directeur adjoint à l'organisme L'Anonyme. Et mon nom est Martin Pagé, je suis à l'organisme Dopamine dans Hochelaga-Maisonneuve. Idéalement, on est supposé d'être 4 pour faire cette présentation parce qu'à Montréal, on a 4 salles de consommation supervisées. Et notre collègue Jean-François Marie, qui est le nouveau directeur de Cactus Montréal, vous salue. Et il vient d'arriver à la direction, donc un petit empêchement d'être avec nous autres aujourd'hui, mais il sera avec nous et Cactus sera avec nous d'esprit, assurément. Hein? Assurément. Il nous a souhaité bonne chance d'ailleurs. Donc, et il est bien fin. Ça nous fait bien plaisir d'être là. Puis tout de suite, hein, parce que des fois, on aime ça faire compliqué quand on peut faire simple. Nos programmes et projets sont beaucoup connus sur le terme SIS, site d'injection supervisée. Bien, on a déjà changé l'appellation juste pour faire compliqué. On appelle maintenant ça des SCS pour salle de consommation supervisée. Puis on va vous expliquer dans la présentation un petit peu pourquoi on a changé ça. Et même dans le Canada, on a changé un petit peu l'appellation de nos services en tant que tels. Ça vous va? Oui. Comme plan de match, on part. J'avais un clicker, ce que je trouve bien le fun. Je n'ai pas souvent l'occasion d'avoir ça. Fait qu'on y va. J'espère que vous avez remarqué la transition. Donc, on part un petit peu de l'historique du processus. Hein? On sait que ces salles-là demandent une exemption fédérale pour être en service, en opération. Il y a d'autres modèles qu'on va venir un peu plus tard, qu'on va voir un peu plus tard dans la présentation. Mais pour Montréal, ça a commencé en 2012 sous un gouvernement conservateur. Puis là, je veux vraiment qu'on recule un petit peu dans ces années-là où l'approche de réduction des méfaits était non seulement pas à la mode, mais carrément enlevée sous les conservateurs comme un moyen pour accompagner les gens qui consomment des substances. Donc, 2012 à Montréal, on a commencé le travail d'exemption. Certains diront le travail a commencé bien avant ça. On avait déjà les mouvements communautaires, on avait déjà longuement réfléchi et on poussait beaucoup ces services-là. Bien avant 2012, sachez-le. Il y a un élément qui a été marquant aussi, c'est le combat et la longue bataille judiciaire qu'Inside a eu et qui a gagné sa bataille en Cour suprême le 30 septembre 2011. C'est ce qui nous a donné beaucoup d'élan à Montréal pour bâtir le projet. Se rappeler aussi que la bataille, elle était judiciaire, elle était culturelle aussi. Hein? Il y avait une situation épouvantable dans l'Ouest canadien et les services d'Inside sauvaient des vies à chaque jour et pourtant constamment menacés de fermeture par les conservateurs à l'époque. Donc, sans trop s'attarder là-dessus, mais je trouve important qu'on le mentionne, c'était pour nous, c'est un jugement qui était très fort et le jugement se reposait sur l'article 7 de la Charte des droits et libertés avec le droit à la santé et le droit à la sécurité, entre autres. Là, je vous fais des raccourcis, évidemment, mais juste pour qu'on remette un petit peu sur quoi la bataille juridique s'est gagnée. Donc, voilà. Et petit éditorial, je pense qu'on doit revenir plus souvent à notre Charte des droits et libertés parce que des fois, on se fait avoir aussi avec les lois et on va y revenir un peu plus tard avec la moralité de ce qu'on pourrait appeler là, encore qui fait de la pression auprès des personnes qui consomment des drogues. Donc, ça nous a donné un élan en 2012, mais on était sous les conservateurs. Je pense que je l'ai dit quand même quelques fois qu'on était sous les conservateurs, puis ça nous a fait mal, ça nous a fait bien mal. Alors, il a eu un bon leadership de la santé publique
de Montréal pour nous rassembler, pour essayer d'obtenir les conditions exigées par Santé Canada, par cette demande d'exemption-là. J'ai le goût de vous dire qu'il y avait 28 critères pour passer notre examen, entre guillemets. Beaucoup étaient appuyés sur la fameuse acceptabilité. Ça aussi, on va en parler un peu plus tard, mais beaucoup basés sur des trucs assez moraux, finalement, alors que des vies se perdaient encore. Nous, on a dû embarquer, puis on va voir aussi plus tard, ça a des défis, là, le projet qu'on a vécu à Montréal, ça a des défis en soi, mais il faut se ramener à l'époque de 2012, que les conditions étaient assez défavorables à faire ces projets-là. Ah, pas de transition ce coup-ci. Alors, non, là, c'était plus sévère, un petit peu comme transition. Alors, influence du contexte politique. Donc, tu sais, il y a un partenariat stratégique qui s'est fait entre les milieux communautaires et la DRSP de Montréal pour développer le projet solide pour contrer le climat de méfiance, d'opacité. Là, je l'ai dit tantôt, même la réduction des méfaits est un peu évacuée auprès du gouvernement. Donc, pour nous, il a fallu. C'est sûr que c'est un modèle qui était sous un modèle comme Inside avait. Il faut se rappeler qu'il n'y avait pas d'autres exemptions que Inside et Dr. Peter à l'époque. Donc, c'est sous un modèle médical qui mettait beaucoup l'importance sur la sécurité, puis sur les protocoles, etc. Alors que dans les milieux communautaires, on est plutôt en développement de milieu de vie, d'espace sécuritaire pour les personnes, etc. Donc, il a fallu travailler un modèle, disons-le comme ça, un peu plus serré pour nos organismes, en fait. La courbe du temps, c'est un peu pâle, mais ça nous a mené, là vous avez vu, 2012, on a commencé à travailler l'exemption, on avait un dossier en 2015. Juste pour vous donner un petit peu l'idée, il y avait beaucoup aussi protocoles, il y avait différents corps de métier, je pourrais le dire comme ça, parce qu'on avait un modèle avec des infirmières, etc. Donc, il a fallu bâtir un cahier de charges, un cahier de protocole. Finalement, ça a été assez long. Donc, ça nous a mené en 2015, mon Dieu, je vois mieux là, ça nous a mené en 2015 à le dépôt de la demande d'exemption. Il fallait aussi l'aval du ministère de la Santé et des Services sociaux à l'époque. Parce que là, je vais vous compter aussi qu'est-ce qui se passe maintenant. Mais à l'époque, il fallait absolument pour être en mesure de déposer. Donc, tout ça a pris 3 ans. Pendant, encore une fois, puis je tiens à souligner que des personnes perdaient la vie au Québec aussi, parce que la crise de surdose, elle n'est pas que dans l'Ouest canadien, elle est à travers le pays. Et voilà, donc 2015, on dépose. Et là, qu'arrive-t-il? C'est l'arrivée de Justin en 2015. Alors, Justin, donc, a quand même, en 2016, réintégré, suite à son élection, réintégré des principes de réduction des méfaits. Je suis hyper critique à ce qu'un gouvernement se positionne comme fondement d'une approche de réduction des méfaits, alors qu'il y a des lois très répressives et prohibitionnistes. Donc, c'est un peu hypocrite de leur part, mais quand même, ils le mettent comme une approche valable. Donc, on venait de se sortir un petit peu d'affaires et on a assoupli les demandes de traitement 2016-2017. Je vais y revenir plus tard aussi. Mon Dieu, je pitch tellement d'affaires tantôt, j'espère qu'on va avoir du temps. Mais si je vous parlais des 28 critères, on a tombé à 5. Donc, il y a quand même des choses qui se sont améliorées pour avoir l'exemption. Et ça nous menait en février 2017, où Montréal a été la 2e ville canadienne à obtenir une exemption conditionnelle. C'était conditionnel. J'ai-tu les notes, moi? Ben oui. Puis, on a un autre slide. Alors, c'était conditionnel, évidemment, aux travaux puis à l'aménagement de nos locaux pour abriter ces services-là aussi. Donc, voilà. Et on a eu l'ouverture en simultané, en juin 2017, de Cactus Montréal, Dopamine, l'anonyme, avec un mobile aussi. Ça, on ne l'a pas dit tantôt. Puis ce que je n'ai pas dit tantôt aussi, c'est qu'on veut que ce soit un petit peu interactif. Donc, on va essayer de passer
nos affaires, puis on aimerait ça bien jaser avec vous autres après. Fait que ça, voilà, donc, ça nous menait à l'ouverture en juin 2017. Je vais aussi faire mon deuxième éditorial. En juin 2017, la journée qu'on a ouvert, on était déjà en retard. Juste pour vous donner une idée, là, ça a été très essoufflant se rendre là. On a ouvert les portes et on était déjà en retard avec ce qui se faisait ailleurs au Canada. Juste pour vous dire des fois comment c'est exigeant d'aller vers ce processus-là. Et Spec de rue, qui était le 4e site, a ouvert, lui, un peu plus tard pour des raisons de rénovation et tout ça. Il a ouvert un peu plus tard en novembre 2017. Veux-tu le clicker? Ah, j'aimerais bien. Ouais, c'est super. Il est super cool, il va super bien. Le clicker, tu penses? Ouais. Ok, c'est beau. Donc, on va passer vite sur cela. Donc, moi, je vais vous parler un peu plus de l'état de situation actuel. Donc, 4 services de consommation ou salles de consommation supervisées à Montréal. Donc, on voit ici une photo de l'accueil du site fixe de la salle de consommation de Dopamine. Faites le ménage. Oui, c'est vraiment beau. Hein? Ça a peinturé depuis. Hein? On parle de 3 cubicules d'injection dans la salle d'injection à Dopamine. On a ici la salle d'injection de Cactus Montréal, donc avec 10 places d'injection dans leur local. Le répit à Spec de rue, donc voilà la salle de répit mais dans la salle d'injection à Spec de rue, il y a 4 cubicules d'injection. Finalement, vraiment le plus hot de la gang. Pas vrai. Donc, le service de consommation supervisée mobile avec deux cubicules d'injection. Alors voilà, je vais quand même vous les montrer, c'est le fun de voir les photos. Qui était le premier aussi, évidemment, au Canada et en Amérique du Nord. Premier service de consommation supervisée mobile en Amérique du Nord. Merci Martin, c'est gentil. Je pas assez chauvin comme ça. Alors, on a décidé comme de ressortir, dans le fond, 3 points là, au niveau de l'état de situation actuelle pour se dire, en ce moment, ça se passe comment? Puis on va voir après ça plus tard, peut-être les enjeux, les défis qui sont liés à ces éléments-là. Donc, le premier point de la situation actuelle, c'est le fait que, dans le fond, les services de consommation supervisés à Montréal, c'est un projet multisite pour couvrir différents secteurs à Montréal. Donc, c'était ça un peu l'idée. Donc, le fait que dans le fond, au début, c'était implanté dans une conception régionale. Donc, de se dire qu'il va y avoir, c'est pas centré à une place et tout ça, mais l'idée qu'il va y en avoir dans différents secteurs de Montréal, Cactus plus, un peu plus dans le centre-ville, centre-sud avec Spec de rue, Dopamine dans Hochelaga-Maisonneuve, et le mobile qui essaie d'être en complémentarité finalement, puis de se promener dans différents secteurs. Ces secteurs-là, mais aussi parfois des secteurs plus excentrés. Donc, on se disait au niveau de l'horaire, de se dire, il va y avoir des horaires qui vont être dits complémentaires, c'est-à-dire que certains groupes vont être ouverts de jour, d'autres de soir, de nuit et tout ça. Et puis on se targuait un peu d'avoir une couverture. Au départ même, on parlait d'une couverture 22 heures sur 24, mais on va le voir plus tard dans les limites, dans les enjeux finalement, qu'une couverture 22 heures sur 24, c'est bien beau, mais quand on dit que Dopamine est ouvert, c'est dans Hochelaga-Maisonneuve, mais là, c'est-tu les personnes qui vont à Cactus, ils vont à Dopamine, ils vont à Spec de rue. Donc, est-ce que les personnes se déplacent comme ça? Pas certain que toutes les personnes se déplacent de cette façon-là. Donc, à ce moment-là, c'était oui, mais plus ou moins vrai. Donc, on le dit, 3 lieux fixes dans les quartiers centraux et l'unité mobile à ce niveau-là. C'est un bon départ, tout ça, mais on va le voir, il y a vraiment des besoins qui ne sont pas comblés. Deuxième point au niveau de l'état de situation actuel, c'est que le projet a été fait avec un ancrage communautaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y avait une reconnaissance finalement de dire, c'est les organismes communautaires qui rejoignent les personnes. Donc à ce moment-là, ça c'est important qu'on fasse ça directement dans les lieux où les organismes communautaires sont. C'est un petit peu ça l'idée de départ. Je pense que c'est l'élément central de la mise sur pied du projet de service de consommation supervisé à Montréal. On le voit aussi, l'idée c'est on l'a beaucoup vu comme, déjà les organismes travaillaient auprès des populations qui consomment des substances, donc travaillaient déjà au niveau des personnes qui utilisent des drogues injectables, des substances injectables, on travaillait déjà le pré-injection, on travaillait déjà le post-injection, donc l'idée c'était de dire, maintenant on travaille le pendant-injection. On l'a pas vu nécessairement comme c'est une nouvelle affaire, c'est juste une continuité dans le fond, dans les actions qu'on fait, puis ça se voulait juste, ça se voulait logique finalement, puis ça allait de soi, c'est un peu ça l'idée. Vraiment le troisième élément de l'état de situation, donc le partenariat, c'est vraiment un projet de partenariat entre les organismes communautaires et le CIUS du centre-sud de l'île de Montréal. Donc ensemble,
mais avec tous les défis que ça apporte, on va en parler plus tard. Moi aussi, je pèle en avant, c'est bon, ça va bien. Donc, toute la construction des différents protocoles, Martin en a un peu parlé, mais c'était super important, les protocoles d'accueil, les stratégies d'intervention et tout ça. Donc, l'idée de cadrer, de normer, oui, pour envoyer au niveau de notre demande d'exemption, mais aussi pour un peu, nous autres, avoir un certain cadre pour pouvoir, au niveau de l'intervention. Bien sûr, toute la création, finalement, suite à ces protocoles-là, il faut former les équipes. T'sais, maintenant, les équipes sont à même formées, à même les différents sites, finalement. Donc, il y a un roulement avec le personnel et tout ça, un peu comme ça se fait avec nos différentes actions dans les organismes, puis dans les différentes ressources. Mais au départ, ça a été des cohortes de formation, finalement. Ces formations-là ont été créées, préparées, puis aussi animées en collaboration aussi avec des personnes du CIUS, puis aussi des gens des organismes communautaires. Puis ce qui est le fun, c'est aussi, pour la plupart, les infirmiers, infirmières et les intervenants ont été formés aussi ensemble à plusieurs niveaux. Donc ça aussi, ça a donné, déjà, on a créé quelque chose à ce niveau-là. Finalement, au niveau des opérations, ça se passe encore en partenariat parce que c'est dans les organismes communautaires, avec les équipes d'intervention, avec le personnel infirmier du CIUS, puis aussi des pairs qui viennent justement, je dirais, compléter l'intervention avec leur savoir expérientiel à ce niveau-là. Donc vraiment, c'est tout ça, dans le fond, les éléments de partenariat avec les organismes communautaires et le CIUS. Prends clicker, t'es correct. Oui. Ça va, moi? C'est que donc, en fait, on va faire un petit portrait pour l'ensemble des SCS, donc pas seulement qu'est-ce qui se passe chez nous ou chez eux, donc vraiment comme un portrait de qui nous rend visite. Donc, les hommes sont majoritaires à 82,7 96 entre 20 et 59 ans. Donc, on remarque que les hommes sont un petit peu plus âgés, qui fréquentent que les femmes, par exemple, qui sont à 15,7 qui fréquentent nos services, et 99 sont de 20 et 49 ans, donc légèrement plus jeunes. Puis les personnes trans, 1,6 mais la majorité, donc la grande majorité, presque la totalité, est entre 18 et 39 ans, donc plus jeune encore. Donc, pourquoi fréquenter un SCS? Bien, se retrouver dans un espace protégé, un safe space, comme on dit en anglais, un ancrage vraiment pour être un endroit où ils se sentent bien, non jugés, donc accueillis autour de leur consommation. Recevoir des soins infirmiers aussi. Quand on parle de soins infirmiers, c'est beaucoup de dépistage des ITSS, par exemple, au niveau des plaies aussi, plusieurs soins de plaies, par exemple, pour nommer que ça. Se sentir moins isolé, moins seul. Donc, des fois aussi, c'est une occasion de rencontrer les intervenants, faire quelques démarches si c'est ce qu'ils désirent. Donc, vraiment les prendre où ils sont en ce moment, comme ils sont, puis voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là. Des fois, il y en a qui veulent juste être là avec nous, puis rien faire. D'autres ont des choses qu'ils désirent faire, surtout dans les répits, par exemple. Puis aussi, rencontrer des intervenants. Et évidemment, prévenir les surdoses mortelles. Oui. Dans le safe space, c'est un petit peu notre conception d'espace sécuritaire. Exact. Donc, les types de drogues consommées, donc vous voyez que 37,8 c'est des médicaments opioïdes. Après ça, on a l'héroïne à 14,4 on a aussi les amphétamines et les méthamphétamines qui constituent environ 15 la cocaïne à 32,5 puis le crack 3,2 cocaïne plus héroïne 1,6 Pour les autres, on parle de kétamine, anabolisants, les hormones aussi, dépendamment de nous, on en a plusieurs, certains qui consomment des hormones à spectre de rue étant notre localisation dans le centre-sud. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut offrir? Donc, du matériel de consommation, bien sûr, plus des condoms lubrifiants, un répit, des techniques d'injection, une écoute active, des trousses d'analoxone aussi, puis pas juste la trousse, mais aussi leur montrer comment ça fonctionne, évidemment. Un accompagnement ponctuel, des bandelettes d'analyse du fentanyl, puis des soins infirmiers, comme je disais tout à l'heure, puis encore un espace sécuritaire, justement, la prévention des surdoses. Mais qu'est-ce qu'on aurait aussi envie d'offrir? L'injection assistée par les pairs, un projet pilote qui s'en vient, Julien va en parler un petit peu tout à l'heure, qui amène quand même certains questionnements par rapport au partage des doses, mais je vais laisser mon collègue en parler. Et l'analyse complète des drogues aussi qui s'en vient sous peu, donc avec différentes machines très high-tech qui vont nous apporter des informations. C'est pas encore quel genre de... Oui. Aussi, je voulais vous parler aujourd'hui
un peu l'idée de la cohabitation sociale, on peut pas vraiment passer à côté quand on parle des SCS de pas parler de la cohabitation sociale. C'est sûr que l'exemple de spectre de rue en est un où je parle peut-être un peu à travers mon chapeau. J'étais pas là quand ça s'est passé, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Puis je suis encore quand même témoin de certaines choses qui sont encore présentes dans le quartier. Donc c'est sûr que quand le SCS est installé, même si spectre de rue était là depuis des années dans le centre-sud sur Ontario, exactement au même endroit, bien, ça a apporté beaucoup de préoccupations, d'inquiétudes, de peurs de toutes sortes. Il y avait une école primaire qui était à proximité, donc il y a des parents qui se sont vraiment levés, qui avaient vraiment peur de ce que ça allait créer pour leurs enfants, puis pour tout ce que ça allait amener comme personne qui allait fréquenter davantage le centre-sud. Ça, c'est encore une préoccupation que certains commerçants ont et citoyens, que dans le fond, ça l'amène plein de gens de partout à Montréal qui convergent vers le centre-sud pour accéder à notre salle, ce qui n'est vraiment pas quelque chose de nécessairement de réel, mais qui était vraiment une crainte. Donc, c'est ça. Peur que la violence, la criminalité augmente, c'était vraiment quelque chose de très présent. Et mentionnons que chacun des organismes avait plus de 25 ans d'existence, en moyenne, mettons, là, dans la communauté, à le même endroit et tout ça. T'sais, là, il faut se remettre aussi là-dedans. Alors là, il y a comme une vague qui arrive à quelque chose que les groupes étaient déjà présents depuis de nombreuses années. C'était pas récent. On y reviendra aussi là-dessus. J'aimerais qu'on jase de ça. De ce que je comprends, c'est que c'est certain que c'était la même chose qu'on faisait. C'était comme une façade, une genre de vitrine. Spectre de rue, c'est vraiment comme un... Ça paraissait pas c'était quoi, puis là, ils se sont comme un peu réveillés de ce qui se passait là et intéressés. Les médias, évidemment, ont repris qu'est-ce qu'ils voulaient reprendre, puis ils ont amené ça à d'autres endroits qui étaient peut-être un petit peu non nécessaires. Puis il y avait des plaintes pour tout ce qui se passait en avant de spectre de rue. Je vous dirais que c'est sûr que comment ça se passe aujourd'hui, réellement, avec la cohabitation, rien du tout, au sens où c'est sûr que... ça s'est beaucoup calmé, les gens sont beaucoup plus rassurés. Il n'y a pas eu de hausse de la criminalité ou d'incidents autour du SCS, autour de spectre de rue, mais pour les autres aussi. Là, il n'y a rien comme tel qui s'est passé. Donc, tout ça pour comme un peu rien, ils nous surveillent beaucoup encore. C'est sûr qu'à spectre de rue, peu importe ce qui arrive, là, j'ai refait notre façade de briques est en train de tomber. Bien là, il y a eu des cordons. Ça n'a rien à voir avec la salle, mais évidemment, ils prennent des photos, ils mettent ça sur Facebook. Donc, on va toujours déjà prendre des photos. Ça amène quelque chose... Un autre une préoccupation, surtout pour les intervenants et les usagers, c'est vraiment plate, mais de l'autre côté, c'est beaucoup moins pire que ça l'était, puis je pense que ça peut juste, on espère s'améliorer, mais oui. Puis, donc, c'est ça, il se passe pas grand-chose. On est content. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Une chance, je ne l'ai pas vécu, je serai encore aujourd'hui. Où doit-on plutôt mettre nos efforts? Bien, la crise de surdose dont parlait Martin tout à l'heure, dont on va vous parler aussi, mais c'est vraiment là qu'il faut mettre, c'est pas nécessairement une crise des opioïdes, mais une crise de surdose. Puis c'est vraiment là qu'on doit mettre nos efforts plutôt que dans cette fameuse cohabitation qui est là et qui fonctionne aussi. Et moi, je tiens à le préciser, beaucoup de penseurs et autres appellent ça la crise des opioïdes. Ce n'est pas une crise des opioïdes, c'est une crise de surdose. Donc, c'est pas les opioïdes le problème, c'est les surdoses. Donc, il faut vraiment mettre notre effort. On est dans une crise canadienne de santé publique sans précédent. Et pourtant, il y a encore de la moralité qui se mêle de projets au nom de je ne sais quoi pour empêcher ces projets-là. Alors qu'on a, dans l'histoire du pays, n'a jamais eu une crise comme ça. On est à plus de 10 000 morts dans les derniers 3 ans et le compteur continue à tourner au moment où on se parle. Dans notre communauté, on vient d'avoir un décès d'une jeune fille de 24 ans la semaine dernière. Donc, c'est une crise de surdose à laquelle il faut faire face et nos énergies devraient être là plutôt qu'à combattre des aspects moraux de consommation encore. Et donc, voilà, je tenais à le préciser aussi. Et nous, bien que l'acceptabilité... elle est importante, il faut en parler. Pour nous, il faut aller de l'avant avec plusieurs types de projets et services. On vous dit depuis tantôt qu'on a envie de discuter avec vous, puis on pète nos affaires par en avant. Je suis pas sûr de notre stratégie, mais là, on va... mais on va comme accélérer, dans le fond, le processus pour essayer de se donner plus de temps. L'idée, dans le fond, je vous disais tantôt, on vient de parler finalement de l'état de situation actuelle. Bien, ça amène des défis, des enjeux. On en a sorti 3 principaux. Le premier, l'équilibre entre les différentes cultures dont on travaille. Le réseau de la santé, les CIUS, avec les organismes communautaires, les principes d'ACA, donc d'action communautaire autonome, comment on fait pour faire respecter tout ça.
Ça, c'est un méchant défi. Toute l'approche aussi de réduction des méfaits à bas seuil, qu'on prend beaucoup dans le milieu communautaire. Vous avez une approche, je dirais, plus populationnelle qui se veut sans prendre de risque, finalement, qui est le réseau de la santé. Puis je suis pas en train de dire que c'est pas correct de faire ça par rapport au réseau. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est deux visions qui clashent ensemble parfois, puis qui fait en sorte que on a l'impression qu'on n'avance pas assez vite, dans le fond. Et finalement, au niveau du processus décisionnel, j'entrerai pas dans tous les détails, mais comment c'est fait, c'est que dans le fond, le porteur officiel au niveau de la demande d'exemption, c'est le CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal, mais en même temps, ces personnes-là, puis les personnes qui travaillent au CIUS, c'est chez nous que ça se passe, c'est dans nos organismes. Donc encore une fois, c'est lié aussi, bien sûr, avec l'action communautaire autonome, mais comment on fait aussi pour dealer avec ça, ça amène des irritants, des incompréhensions, mais il faut que ça passe par de la discussion, il faut qu'on se comprenne bien à ce niveau-là. Donc, deuxième défi, accessibilité et adaptabilité, donc toutes les limitations légales liées à l'exemption, quoique Martin va en parler tantôt, continue à pousser par en avant. Donc, Martin va en parler tantôt, mais il a dit, le nombre de critères est passé de 28 à 5 il y a quelques années, mais encore, ça continue à être de plus en plus, une souplesse plus grande là, qui est au niveau de l'exemption. Donc, c'est vraiment, donc ça, c'est un point positif, je dirais. Et aussi tout l'enjeu structurel et l'adéquation avec les réalités de terrain. Stéphanie en parlait tantôt, en lien justement les pratiques qui sont sur le terrain. On parle d'injection supervisée, on parle donc de supervision à l'injection, mais aussi d'assistance. J'ai de la misère, je vais aller vite. Donc d'assistance à l'injection assistée, voilà. Mais ça vient souvent de ce qu'ils appellent split dose, donc d'arriver puis que les gens ils splitent la dose justement avec ça. Et split dose est considéré comme du trafic par Santé Canada, et ça passe pas en tout. Donc comment on fait pour pas refuser des gens, donc de là la phrase, pas refuser des gens en lien justement avec les pratiques qui se passent sur le terrain. Donc un autre défi hyper important. Finalement, le troisième et dernier défi qu'on vous parle, mais il y en a plein d'autres, au niveau de la continuité des actions. Donc on en a parlé tantôt, j'en parlais des heures d'ouverture. Oui, c'est pas vrai que c'est du 22 heures sur 24. Je veux dire, il y a des manques à ce niveau-là. On devrait être ouvert plus longtemps, on devrait être ouvert plus souvent. Des lieux qui sont non desservis, des concentrations de besoins, on le voit entre autres avec le mobile chez nous, on se promène dans différents secteurs et on voit, il y a un paquet de milieux qu'on fait, le besoin est criant, tant en termes au niveau qualitatif mais aussi au niveau quantitatif. Et finalement, comment ne pas parler des enjeux de gestion des ressources humaines. Oui, on le sait tous, là, c'est vraiment pas évident justement de staffer, on va le dire comme ça, vous comprenez ce que je veux dire, autant que les organismes communautaires, mais dans le réseau de la santé, c'est comme ça aussi, ça c'est une chose, mais aussi les enjeux liés à la confidentialité. Hein. Le personnel infirmier travaille dans tous les différents sites, ils se parlent, il y a des intervenants qui travaillent aussi dans différents sites, donc comment on fait justement pour respecter cette confidentialité-là qui est chère à nous, organismes communautaires, toujours dans les principes d'action communautaire, pour les organismes communautaires, donc pour leurs membres, effectivement, Stéphanie, tu as raison. Super, on va aller très vite, mais sachez qu'il y a différents modèles de possibles. Je vous ai dit que à l'arrivée du changement de gouvernement et la situation du Canada, il y a quand même des modèles qui ont vu le jour. Les sites de consultation supervisés, c'est nous autres, c'est le modèle un peu médical qu'on parle tantôt. Il y a des centres de prévention des surdoses aussi qui ont vu le jour, spécialement dans 2 provinces, Ontario et le BC, où il y a des États, il y a des alertes de santé publique de déclaration. Donc, on appelle ça des sites qui sont tolérés par Santé Canada, mais qui ne sont pas sous exemption. Donc, c'est plutôt dans 2 provinces. Et il y a des sites aussi temporaires pour permettre, Santé Canada essaye, et c'est pas assez vite pour nous, évidemment, mais d'accélérer le processus. Donc, il y a une possibilité de faire une demande d'exemption temporaire en attendant la construction ou l'aménagement des locaux qui existent. C'est la répartition canadienne. Là, vous voyez, on n'est plus tout seul et heureusement, il y a une belle communauté de pratique qui se met en place au Canada, vu la situation qui est assez dramatique, mais on parle de 32 sites officiels, même la carte n'est même pas à jour, là. C'est 32 sites officiels. Il y a 21 demandes d'exemption en cours en Santé Canada. Vous pouvez aller visiter leur site. Tout est là un petit peu avec les différentes pratiques. Quand on parlait de salles de consommation, parce que certains d'entre eux ne permettent pas juste l'injection, puis là, c'est là qu'on revient
on a changé, on a troqué notre I par notre C. On ne parle plus d'injection, on parle de consommation. Et pourquoi? Parce que certains sites il n'y en a pas beaucoup au Canada, mais ils permettent l'inhalation de crack, de cristal meth. Nous, ça, on peut le faire à Montréal maintenant aussi, là, voie orale. Donc, les gens peuvent tester leur dope, soit par voie orale ou intranasale, ils peuvent sniffer, juste s'ils ont peur ou s'ils veulent avoir une étape avant l'injection pour voir si la dope est pas pire finalement. Et aussi, on a des bandelettes, là, Stéphanie l'a dit tantôt, des bandelettes de détection du fentanyl. Donc, on vérifie la drogue, puis on a un projet pilote d'assistance par les pairs qui existe dans d'autres provinces du Canada. À Montréal, on a obtenu le feu vert pour le faire. On est en... pour rejoindre les défis de Julien, on est en comme négociation de protocole pour s'assurer que nos valeurs soient bien respectées là-dedans et notre façon de faire. Le personnel dans les SCS, des travailleurs communautaires, des travailleurs de réduction des méfaits, du personnel infirmier, évidemment, pour le modèle infirmier. Centre de prévention des surdoses, je salue tous nos confrères, consoeurs qui sont sur le terrain aujourd'hui, qui sont des activistes, des bénévoles pour tenter de sauver des vies de leurs proches, de leur entourage, de leur communauté. Et c'est des gens qui sont à tous les jours sur le terrain, beaucoup, comme je vous dis, à Toronto et évidemment Vancouver et d'autres places au Canada. Assouplissement, j'en ai parlé, 5 critères, j'en ai parlé. That's it. Parce que on veut un peu interagir. Nous, les perspectives du futur, pour nous, sont assez simples, vu le contexte à lequel on est. Pour nous, il faut normaliser puis dépolitiser ces services-là. On fait beaucoup d'histoires pour finalement ce qu'on pourrait qualifier d'avoir un espace sécuritaire avec des tables et des chaises. Certains diront que c'est un espace compliqué à gérer, mais ça demeure, pour nous, il y a une simplicité, entre guillemets, à avoir ces services-là dans nos programmes, encore une fois, de réduction des méfaits, qui ont 20 ans derrière eux d'accompagnement, je dirais. Donc, j'ajouterais aussi que ce n'est pas juste des groupes en réduction des méfaits qui devraient considérer. Il y a des hôpitaux à Edmonton, entre autres, qui ont une salle de consommation pour les gens qui sont hospitalisés pour permettre de finir leur traitement. Il faut ouvrir un petit peu nos horizons parce qu'on est en crise épouvantable, encore une fois, je tiens à le répéter. Donc, diversifier les services disponibles, ça, j'en ai parlé. L'inhalation est un enjeu quand on dit que les surdoses arrivent pas juste avec les opioïdes puis les médicaments opioïdes. Il y a plein de surdoses qui arrivent aussi avec de l'interaction avec différents médicaments et autres, avec des stimulants, et on en parle peu ou pas. Donc, pour nous, il faut aller au-delà, et c'est pour ça qu'on tient tout le temps de le mettre fort. C'est une crise de surdose que l'on vit, et non pas une crise des opioïdes. Meilleur soutien pour les organismes locaux, ça demeure extrêmement exigeant. Puis on a Mario dans la salle, Québec, qui a un projet que c'est très dur à faire avancer, il faut, et on perd beaucoup d'énergie, là, les groupes communautaires, ça demande énormément de travail. Donc, oui, il faudrait un meilleur soutien, mais il faut aussi que nos décideurs prennent du courage et puis abaissent un petit peu ces critères-là. Et sachez que depuis le mois de décembre, il y a 2 autres critères qui viennent de tomber. C'est celle d'avoir l'aval des autorités locales et l'autre d'avoir une garantie de financement du ministère de la Santé. Maintenant, on pourrait financer ces salles-là avec d'autres types de revenus. Ça a été beaucoup pour contrer l'arrivée de M. Ford en Ontario, qui essayait de faire table rase de tous ces services-là. Donc, Santé Canada a cru bon de rabaisser ces critères pour permettre à des programmes de voir le jour ou de continuer d'exister, en passant. Donc, nous, c'est ce qu'on dit. Et puis, notre combat ultime pour nous, c'est de décriminaliser toute la possession des drogues. Pourquoi? Parce qu'on n'aurait plus besoin d'exemption pour faire ces services-là si on viendrait à réussir, et nous allons réussir à faire un changement de loi. Il y a un mouvement canadien qui se fait longtemps qu'il s'articule, mais je dirais que là, on veut qu'il se concrétise sur qu'est-ce qu'on voudrait dans les changements de loi pour essayer d'arrêter de criminaliser les personnes qui consomment des drogues et d'arrêter de dépenser de l'argent dans le système judiciaire et de plutôt investir dans des programmes qui sont beaucoup plus fidèles à la réalité des personnes.
fini. Fin.